Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, le podcast officiel du site Les Cahiers du Catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse l'émission phare de la WWE, Monday Night Raw. Je suis l'affreux Ringside et pour m'accompagner dans ce 62e épisode, le chroniqueur que la totalité du microcosme podcatchesque nous envie, le célèbre Amiral Armbar. Amiral, comment vas-tu ? Salut Ringside, salut tout le monde. Eh ben, ça va très bien avec ce pay-per-view non étrange, des grosses boulettes de feu qui arrivent. Ben, on va voir le dernier Raw qui va nous mener à ce pay-per-view. C'est ça, le Go Home Show comme on dit, qui se passe donc le 3 juillet à Phoenix en Arizona, 3 juillet, la veille du 4 juillet, la fête nationale. Donc un Raw sûrement très patriotique ce soir. Au programme, il ne fait pas bon être la meilleure amie de Sasha Banks. Le Miz a une soirée chargée. Goldust nous présente sa nouvelle super production. Bray Wyatt est en plein bad trip. Samoa Joe fait clousser Brock Lesnar. Et la Titus Brand fait le main event. C'est ça le programme de ce soir. Alléchant, n'est-ce pas ? Assez incroyable que le Titus Brand fasse le main event d'un Raw. Qui aurait dit ça ? Pas moi en tout cas, ça c'est clair. C'est sûr, voilà, encore une fois, tous les pronostiqueurs sont battus d'avance avec ce nouveau Raw cette semaine. Un Raw qui démarre par Enzo Amore. On a un package vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire que Big Cass a encore une fois trahi le pauvre Enzo. Il lui a défoncé la tête en lui faisant croire qu'il s'excusait. Donc on a Enzo qui vient sur le ring. Le package vidéo était joli, je précise. Ouais. Donc Enzo explique qu'il a été déjà assommé de toutes les manières depuis qu'il est à Raw. Il s'est fait casser la gueule dans tous les sens. Et tout ça alors que Big Cass était censé surveiller ses arrières. En fait, Big Cass, il n'a jamais surveillé ses arrières. Il n'en a jamais eu rien à faire d'Enzo, on le sait maintenant. Mais Enzo est confiant car il se relève toujours et il ne tombera pas dans le côté obscur malgré tout ce qui s'est passé. Big Cass ou Conor McGregor ne peuvent rien faire de spécial hormis l'assommer en pay-per-view, ce qui a déjà été fait plus d'une fois. Et il nous a expliqué un petit peu sa carrière, le pauvre Enzo, le nombre de fois où il s'est fait exploser. Et surtout, il nous explique que Big Cass n'est qu'une catchphrase de 2 mètres que lui-même Enzo a écrite. C'est lui l'auteur de Big Cass et même s'il tombe au fond du gouffre, il ressort assez facilement d'un gouffre de 2 mètres. C'est pas un problème pour le pauvre Enzo. Il est remonté à bloc. C'est vraiment une promo de feu. Et il explique qu'il est une armée à lui tout seul, un petit clin d'œil aux armées des États-Unis pour ce 3 juillet. Et c'est lui surtout qui va faire du pognon, contrairement à ce qu'expliquait Big Cass. Big Cass expliquait que c'était lui qui était là où était l'argent, c'était chez Big Cass. C'est pas le cas. Qui c'est qui va faire des gros chèques ? C'est Enzo. Big Cass, lui, il aura que des chèques de $0. Et puis au bout d'un moment, il va se faire aduler. On retrouve Big Cass dans les coulisses qui regardait tout ça. Il explique qu'il avait jamais vu un mec parler aussi longtemps pour ne rien dire, un peu comme quand Ringside fait la présentation de Catch Up. Oh, t'es dur avec toi-même. Je sais. Tu es le prize fighter des podcasts de catch, mais bon. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe évidemment ? Enzo vient lui sauter dessus, il l'attaque par derrière, il lui tape dessus comme ça avec ses petites mains, il dit là je vais te casser ta gueule. Et au final, on les sépare. Catfight. Voilà, moment explosif pour démarrer ce show avec un Enzo on fire. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, sachant quand même que du coup on a le match qui est booké pour Great Balls of Fire. Qu'est-ce que t'as pensé de cet opener là, mon bon amiral ? C'était, je crois, la première fois que j'ai vraiment apprécié de voir Enzo au micro. Je me cachais pas dans les podcasts, il me gonflait sévèrement depuis des semaines et des semaines et des semaines avec la même rengaine. Là voilà, je suis surpris, agréablement surpris de le voir faire cette promo, un peu comme la semaine dernière aussi, où vraiment il y a de l'alarme, il y a de l'honnêteté, il y a de la franchise, il y a une espèce d'authenticité qui transparaît. Les deux, c'est clair, ont l'air d'être amis aussi depuis longue date en dehors des cordes. Donc ça marche bien, quoi. L'alchimie, elle est là. Putain, Enzo, il arrive à délivrer un truc au micro dans un registre qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et ça marche du feu de Dieu. Alors après, sur le match entre les deux et
leur carrière solo plus tard, je suis plus dubitatif, mais en tout cas là ce soir comme opener, je trouvais ça super bien. Comme tu l'as dit, le package vidéo était super chouette et la promo, tout ça, ça faisait un gros segment de 10-12 minutes, un peu costaud en début de show. C'était assez parié et risqué de commencer avec des mid-quart d'heure. D'habitude, c'est plutôt des grosses stars qui vont, c'est des big dogs et compagnie qui ouvrent le show. Bah, ça marche, quoi. Ça rend le truc intéressant. Moi, je suis intéressé et j'attends pas le match comme un fou. Mais en tout cas, l'histoire d'un point de vue storyline, je trouve qu'elle fonctionne, quoi. Ouais. J'aime bien aussi le fait que Enzo, il brise le quatrième mur. Il parle des recettes de t-shirts, voilà, comme tu dis. Cass, tu crois quoi, au prochain chèque dans 3 mois, sur les goodies, tu vas avoir 0 thune parce que c'était nous qui faisions l'argent, quoi. C'était pas juste toi seul. Non, c'est cool. Exactement, une très très bonne opener pour ce Raw avec effectivement Enzo qui confirme tout son talent au micro. On avait vu, on avait eu des petits extraits comme ça, des petits teasings qu'il était vraiment très fort, même si c'était toujours un petit peu la même rengaine qui nous sortait. Mais là, on voit que quand il faut délivrer, putain, il délivre. Ça c'est indéniable. Un petit clin d'œil à Conor McGregor, le champion de l'UFC, qui avait reçu un petit tweet d'Enzo qui avait dit parce qu'il y a un match qui va se faire entre Floyd Mayweather normalement et Conor McGregor, et Enzo s'était targué d'un petit tweet où il avait dit écoute, tu racontes de la merde, Conor McGregor, depuis trop longtemps, et Floyd Mayweather va te la faire fermer, mais s'il ne le fait pas, c'est moi qui m'en occuperai. Qui avait généré un petit peu l'hilarité générale sur Twitter. Mais bon, il se démonte pas, il en fait une petite référence, c'est pas mal. Ça fait du buzz, on sait, il y a de longues rumeurs depuis très longtemps que Vince aimerait faire venir dans le giron de la WWE des gens de Ultimate Fighting, et donc forcément Conor McGregor est l'athlète qui a le vent en poupe, qui a la hype depuis pas mal de temps. Donc il y a 3 ans c'était Ronda Rousey, aujourd'hui c'est Conor McGregor qui fait parler, donc rien que le fait de citer son nom, forcément ça fait couler de l'encre. Donc petite opération com au milieu d'une promo tragique et dramatique, pourquoi pas, ça marche bien. Judicieux. Ouais, belle réussite tout ça. That's best for business. Best for business, les enfants, pas. C'est ça, faire du pognon, ça l'important. On enchaîne sur les moneymakers, les filles, Sasha et Bayley associées affrontent elles affrontent Nia Jax et Alexa Bliss. Donc les gentils contre les méchantes. Alexa Bliss, je vous rappelle, est la championne. Elle doit affronter Sasha Banks, normalement à Great Balls of Fire, pour le titre Women's Raw Championship. Donc le match se transforme assez rapidement en handicap match, parce que Nia Jax explose Bayley contre la barrière. Elle l'envoie valdinguer, puis après elle l'achève avec un running knee. Donc Sasha se retrouve tout seul à se faire dérouiller de part et d'autre, mais elle réussit à esquiver une descente des genoux de Bliss, et en se relevant, elle en profite pour éliminer Nia Jax avec un bon petit coup de pied dans le genou. Nia Jax s'écroule en dehors du ring. Là, Alexa Bliss va tenter son DDT, mais elle est contrée. Sasha porte le bank statement. La championne est obligée de taper. Abandon, victoire de Sasha. Un segment expéditif des filles centré sur l'action, que de l'action. Je crois qu'on aura un peu plus tard une interview d'Alexa Bliss par Charly Caruso. Charly lui demandera quel est ton état d'esprit après cette défaite face à Sasha. Oui, la belle Charly Caruso, excuse-moi, j'ai oublié de le mentionner. Tu es fan, tu es très 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 fan de Très Charly. fan, je suis absolument fan. Donc Sasha se fâche, elle explique que Alexa se flash, elle explique qu'elle a laissé gagner Sasha, que c'était pour la mettre en confiance, pour mieux l'attraper au Great Balls of Fire. Charly Caruso n'a pas l'air convaincu, ce qui énerve encore plus Alexa, qui lui dit écoute, ton avis, tout le monde s'en fout, c'est pas pour rien que toi t'es là avec ton micro et que moi j'ai la ceinture de championne. Bam, cassé, bam, exploser la pauvre Charly. Voilà, donc ça c'était les filles. Ouais, exploser à Charly, mais elle a raison. C'est pas faux, qu'on en a rien à foutre quand même de son avis de Charly Caruso, même si elle est très jolie. Voilà, l'important c'est la championne. Donc tout ça très centré action. Qu'est-ce que t'as pensé toi de tout ça?
Très bizarre. Alors pourquoi avoir fait sortir Bayley en plein milieu du match? Est-ce que c'est une vraie blessure ou pas? J'ai pas l'impression, mais bon, on peut pas savoir, on peut pas deviner. Hein. Tout ça fait que Sasha Banks paraît extrêmement forte à la veille du pay-per-view, puisque donc du coup, seule contre Nia Jax, qui a été présentée comme destructrice depuis longtemps, notamment la semaine d'avant, hein, elle s'est fadé tout le roster féminin, à part Sasha Banks qui a tiré le bon numéro parce que c'est le dernier. Donc dans le Gauntlet match qui a fait que Sasha Banks avait son first contender shot. Donc Sasha Banks qui réussit à se débarrasser de Nia Jax à coup de dropkick dans les genoux et de faire abandonner Alexa Bliss. Elle paraît super forte à la veille du pay-per-view. Alors est-ce que encore une fois c'est le reverse booking maudit et que ça nous annonce une défaite de Sasha Banks? Mais là je vois difficilement comment depuis 3 semaines elle est sur une pente ascendante de retour assez de folie, hein, Sasha Banks. Comment elle pourrait perdre contre Alexa Bliss à Great Balls of Fire, à moins qu'il y ait bien sûr une fourberie de heel comme la soi-disant déesse Alexa Bliss va faire. Mais en tout cas, voilà, Sasha Banks s'est présentée extrêmement forte, au détriment encore une fois aussi de Bayley, hein, qui elle prend une trajectoire tout à fait descendante vers la fin du roster. C'est l'inverse, effectivement. Ouais, ce fameux booking inversé, hein, c'est-à-dire que si vous gagnez au Go Home Show, normalement vous perdez au pay-per-view. Oui. Mais comme tu dis, on la voit mal perdre quand même, Sasha Banks. Faut se rappeler qu'elle avait, il y a 1 mois et demi, une feud contre Alicia Fox, et là, elle est en passe de, un match de championnat pour le titre, et elle est vraiment présentée très fort depuis plusieurs shows, donc impressionnant. Impressionnant retour sur le devant de la scène. Je pense qu'ils ont éliminé Bayley pour pas justement court-circuiter Sasha et vraiment mettre encore plus over Sasha en la faisant une grosse victoire sur les deux, tel un Roman Reigns des familles. Ouais, je pense moi qu'ils ont perdu, j'espère pas, hein, mais si on regarde comment c'est traité, comment Bayley est traité, j'ai l'impression qu'ils ont perdu un peu foi en la top face qu'elle pouvait être, et du coup à la rescousse on va refaire monter Sasha, alors qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois on pouvait peut-être sentir les débuts d'un petit heel turn de la part de Sasha Banks, puisqu'on sait, pour ceux qui avaient suivi ces dames à NXT, Sasha Banks a fait la majorité de sa carrière à NXT en tant que heel, hein. Elle sait bien le faire, ça va mieux même à sa gimmick de boss supérieure aux autres en étant heel que face, mais là changement de situation, revirement, elle revient plutôt effectivement la favori des foules, telle qu'on la connaissait à la grande époque, Charlotte versus Sasha Banks. Donc, c'est soit ça, soit ils ne veulent pas s'emmerder à avoir 2 storylines en parallèle chez les filles. Ah ouais. Donc on fait que une histoire avec Sasha Banks. Et puis Bayley, elle reviendra quand ce sera son heure. Et puis voilà, on fait les gestes tournantes parce qu'il y a quand même... à Monday Night Raw, on a quand même ce problème du fait qu'ils n'arrivent pas à monter plusieurs storylines, souvent surtout dans les catégories comme ça, chez les filles ou chez les cruisers, dans la mid-card. C'est toujours pas très folichon quand il s'agit d'avoir plusieurs intrigues. Et encore, les cruisers, généralement, on a 2 segments par soir, ce qui est pas le cas forcément chez les filles, à Raw en tout cas, donc problématique. Alors qu'il y avait des trucs à faire, hein, avec le retour de Emma, de blessure, ils pouvaient faire quelque chose Emma, avec au moins Dana Brooke, quoi. Je dirais, ils avaient été, Dana Brooke était la servante, entre guillemets, l'associée de Emma pendant très longtemps, ils auraient pu faire quelque chose là-dessus, c'était pas folichon, mais bon, ça aurait au moins fait un peu de temps d'antenne au niveau de la mid-card, mais non. Une seule à la fois. En tout cas, j'espère que le match sera bien à Great Balls of Fire. Il y a de quoi, hein, entre Bliss et Sasha Banks, s'ils donnent le temps, ça peut être un truc sympa, mais bon. C'est ça. Il y en a besoin en tout cas, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match féminin pour le titre que j'ai trouvé sans sas, donc. Ouais, bah oui, il faut que Sasha soit là pour que ça cassonne bien comme il faut. Alexa Bliss, elle fera ses petits botches et puis tout le monde sera content. Hein. Sa petite attitude. Tu es dur avec elle. Ouais. Non, c'est une bien belle championne. Allez, on enchaîne. Braun Strowman qui vient réclamer de la compétition à Kurt Angle dans les coulisses. Hein. Il dit écoute, hein, c'est bien beau tout ça, tout ce blabla, mais moi je veux de la compétition. Oh, else. Je reviens tout à l'heure et je casse la boutique s'il y a personne pour m'affronter. Je casse le stand, on vend les t-shirts, on fera plus d'argent, je casse la boutique. C'est ça. Je viens avec mon ambulance, je défonce tout. Plus personne n'a de popcorn. Quel gâcheur de fête ce Braun Strowman. Un petit package vidéo qu'on avait déjà vu la semaine dernière entre Joe et Lesnar, hein, qui nous rappelle un petit peu tous les tenants et les aboutissants de cette fameuse rivalité là qui fait couler beaucoup d'encre sur internet. Tout dégueulasser l'internet avec l'encre. Cédric Alexander arrive, c'est l'heure des cruisers.
Hein, alors, je sais pas si t'as prévu ta petite lumière violette ou si Non, non, pas on est à ça aujourd'hui, que là. c'est Eh fini, non, c'est c'est fini. ça. C'est vraiment la fin pour les cruisers. Ah, c'est l'été, voilà, la lumière est partie en Mm, vacances, et puis les c'est cruisers, c'est ça. bon. Surtout, ouais, Voilà. c'est vrai qu'Alexander, Noam Dar, Elisha Fox, merde, quoi. Ouais, on va être rapide, hein. Je croyais que c'était terminé, je croyais que c'était fini, moi. On Ça y est, croyait que putain. c'était fini. Mais non, Putain. ils reviennent. Donc Cédric Alexander prend le micro pour expliquer justement que on pensait que c'était fini, mais que c'est pas fini. La foule s'en fout, on a des watch chants, voilà, personne n'en a rien à branler. Noam Dar débarque, Alicia Fox juste derrière avec une Minerve. Il y a un petit combat rapide, mais joliment exécuté quand même, hein. Ils ont fait des belles petites Ouais. actions, hein, tout au long du match, mais ça a duré à peu près 3 minutes. Mais ceci Et dit, voilà, par rapport au ratio temps-qualité, c'était vraiment bien, quoi. ouais, nickel chrome. Nickel Voilà. chrome. Victoire de Cédric Alexander après une intervention d'Alicia Fox qui ne permet pas, malheureusement, à Noam Dar de réussir son petit paquet. Enfin, son roll-up plutôt. Voilà, c'est comment ça s'appelle là, son brise d'eau, gut check, powerbomb ou je sais pas quoi, qui défait Certainement. Cédric Alexander, J'en ai quelque chose rien à comme ça. foutre. On s'en bat les couilles. L'Alexander Backbreaker, hein, on va dire ça. Ouais, voilà. Ça rime en plus, une rime pour la frime. C'est ça. Ben, je te propose qu'on passe à Neville tout de suite. Ouais. Comme ça, on aura roi. fini avec les cruisers. Alors, donc, il a affronté Mustafa Ali. Ali passe près de la victoire après quelques moves impressionnants quand même. Mais Neville le fait tomber du poteau. Il va se manger la barrière d'insécurité, hein, depuis tout en haut du poteau jusque sur la barrière. Il s'en remettra pas. Neville gagne avec les anneaux de Saturne. Et on nous rappelle qu'on aura Tozawa contre Neville en kick-off à Great Balls of Fire. Mais rien de plus du côté des cruisers. Et non. Il y a deux segments syndicaux, hein, voilà. C'est ça, exactement. C'était voilà. Mais il y avait du joli catch, hein, Ouais, entertainment, mais bon, moi j'ai c'était. beaucoup apprécié la performance de Neville face à Mustafa Ali. Alors Mustafa Ali n'a pas démérité, il a fait effectivement 2-3 moves assez impressionnants, mais j'ai bien aimé quand le moment où Neville reprend l'ascendance sur le match après ce spot impressionnant sur la barrière d'insécurité, Neville prend le temps, vraiment on sent qu'il pourrait faire le tomber à n'importe quel moment, mais il va prendre encore plusieurs minutes afin de détruire de façon implacable son adversaire, et ça renforce encore une fois son aura de roi des cruisers, où vraiment il a ce côté impressionnant physiquement et très heal, implacable, et que moi j'adore, quoi. Enfin vraiment je n'arrête pas d'apprécier cette facette-là de Neville, qu'on aura mis du temps à nous montrer, mais qu'est-ce que c'est bon de voir un champion cruiser comme ça, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est tout ce qu'il y a de bien chez les cruisers, ce bon Neville. Ouais. Voilà, mais on est curieux de voir le match en kick-off de Great Ah, Balls of Fire. c'est dommage son kick-off, je trouve, mais bon, c'est... Ok. C'est la place des cruisers, leur place est en kick-off. Alors, le Miss TV, c'est ça la suite de l'émission, qui reçoit personne cette semaine. Il est accompagné de son mistourage et il va déjà revenir sur l'incident Livar Ball de la semaine dernière. Ouais. Cette star de la NBA. Bon, on passera pas du tout, on parlera pas du tout des propos de Livar Ball, un peu hors contexte, les mots qu'il ne fallait pas dire. On fait plutôt l'accent sur les retours qu'il y a eu dans les médias un peu partout. Ben oui, parce que sur même cette séquence. un bad buzz reste un buzz, donc du coup, C'est ça. money. Tripoté de coupures de presse qui nous rappelle que donc il y avait eu ce segment la semaine dernière. C'était plutôt hilarant, plutôt désastreux, hein, suivant l'orientation du journal en question. Donc là, le Miz, il est entouré, hein, il y a Curtis Axel d'un côté, Bo Dallas de l'autre, Miz et Maryse est là également. On descend Livar Ball, hein, il explique que c'est une merde, tout ça. Il descend ensuite Dean Ambrose, avec un discours qui reprend un peu le discours classique des fans de catch, des marques, hein. C'est-à-dire qu'Ambrose, c'est la déception. Quand il est arrivé, il avait cette aura de mec de psychopathe dans le ring, et puis finalement, on a Ambrose le clown qui est là pour faire des blagues. Mais la plus grosse blague dans tout ça, c'est Dean Ambrose lui-même. Dean Ambrose débarque. Et oui, c'en est trop, on parle sur lui, donc il vient moutrer de bout de son nez. Même pas vrai, mise. Même pas vrai, je suis pas un clown. Il veut son rematch, hein, il sort quand même quelques blagues, hein, pour l'histoire. Mais il y a une autre musique qui retentit, celle de Heath Slater, accompagné de Rhino.
Slater nous explique qu'il a fait le tomber sur le Miz il n'y a pas si longtemps, mais qu'il n'a toujours pas d'opportunité pour le titre intercontinental. Et il explique que c'est pas étonnant parce qu'en 8 ans de carrière, il n'a jamais eu aucune chance pour un titre solo. Tout ça depuis qu'il est dans le roster, hein, depuis 8 ans quand même, hein, qu'il est là, Slater. Et oui, 8 ans déjà à Nexus. C'est ça, il veut une opportunité pour ses enfants. Miz refuse le challenge parce qu'il a une fête à Hollywood là, donc il peut pas rester, il va falloir qu'il s'en aille. C'est Kurt Angle qui débarque. Il rappelle au Miz que c'est pas le Miz qui décide de ses matchs, hein, c'est le general manager, c'est Kurt Angle lui-même, le champion olympique. Miz l'envoie bouler, il lui dit mais qu'est-ce que c'est moi la superstar ici, c'est moi qui ramène du pognon, c'est pas qu'est-ce que tu vas faire, c'est pas toi qui décide. Angle se démonte pas, elle lui dit fais quand même attention à ce que tu dis. En tout cas, pour Great Balls of Fire, c'est booké. Ambrose affrontera le Miz pour le titre intercontinental. Mais il y aura un autre match pour le titre intercontinental, c'est ce soir, c'est le Miz contre Heath Slater avec Dean Ambrose en commentaire pour pouvoir faire quelques petites blagues. Alors, le match en question, domination de Slater jusqu'à la pub. Il y a un joli power slam de la 3e corde qui est effectué par Slater, qui est bondissant. Il fait des neck breakers dans tous les sens. Vraiment assez impressionnant aujourd'hui, ce bon Slater. Mais à un moment donné, le mistourage, donc Curtis Axel, Bo Dallas, s'occupe de Rhino à l'extérieur du ring. Rhino qui était là pour supporter son ami. Ils le font manger le poteau, ce qui distrait Slater. Il n'en faut pas plus pour le Miz. Il place son Skull Crushing Finale pour la victoire, le tombé de 3, victoire du Miz. Il y a une grosse brawl après le match. On va même aller jusqu'à détruire Ambrose, qui est venu au secours d'Heath Slater. Il se fait défoncer. Voilà, un épisode de plus dans la rivalité Dean Ambrose, le Miz. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Moi, j'ai juste un truc à dire, que Curtis Axel et Bo Dallas, ils me font penser aux méchants dans de l'agence Touriste, les trafiquants d'armes qu'on voit là-bas avec leurs costumes, leurs chemises. On dirait des mecs des années 80. Pas faux. Voilà. Pas faux, ouais. Il y avait, à toi la parole. Il y avait visuellement, c'était un peu particulier, effectivement, le mistourage, notamment Bo Dallas avec son espèce de bandana dans les cheveux et un gant noir uniquement. Et un gant noir. Sa grosse barbe et son sourire bête, ça c'était pas très réussi. Et le Miz qui, pendant le match, donc, qui était habillé pour faire une soirée, donc il était en costard blanc. Donc, à un moment donné, sa chemise était arrachée, etc. Il a même eu l'entrejambe de son pantalon blanc fendu du devant jusqu'à derrière. C'était assez drôle. Voilà, on savait la couleur de son caleçon. Du coup, pour ce segment, moi, le segment avant match, comme j'avais dit une fois déjà, j'adore, je pense qu'on est plusieurs à adorer quand les méchants ont raison. Donc la promo du Miz sur Ambrose, Alexandre, comme tu l'as dit, elle reprend pas mal d'avis des fans de cash sur internet, tout de suite je dis Ambrose, comme il est un peu feignant et une opportunité manquée, un potentiel du moins pas utilisé, ce qui était un peu le cas. Par rapport au match 17h qui arrive, un regret, c'est que quand Kurt Angle arrive et s'enflamme et fait OK, si c'est sa mise, eh bien, Great Balls of Fire. Et là, j'attendais qu'il dise que ça soit un triple threat, une triple frite, mon bon ringside. Qu'il annonce un match Miz contre Ambrose contre Heath Slater. Et pour ce soir, allez, un match 3 contre 3, Rhino, Heath Slater et Ambrose contre Miz et Miz Tourage. Et c'était plié. Et là, de fait, de mettre le match Heath Slater contre le Miz juste ce soir, ça nous indiquait déjà de base que Heath Slater allait perdre et que ça n'allait rien changer pour le match finalement Great Balls of Fire, Ambrose contre le Miz. Et moi c'est ça que je trouve dommage en fait, c'est que on l'a vu depuis très longtemps cette rivalité, le Miz est très bon dans ce qu'il fait, Ambrose dans sa partition aussi, mais c'est pas non plus les deux qui vont ramener quelque chose d'ultra nouveau. La seule nouveauté finalement ça va être le mistourage. Super, donc on va avoir encore des gens qui vont aider le Miz, ça va être plus être Maryse, ça va être Bo Dallas et Curtis Axel. Peut-être que Heath Slater et Rhino vont débarquer pendant le match pour les empêcher d'agir, mais c'est tout. Et vraiment, j'aurais aimé avoir un triple threat, notamment vu la performance d'Heath Slater ce soir, quoi. J'avais dit il y a plusieurs mois, quand ils étaient à l'époque à SmackDown, champion par équipe, j'avais été étonné de voir Heath Slater catcher comme ça. Parce que j'avais apprécié ses matchs. Là, ce soir, j'ai apprécié son match. Une très belle amplitude, une très belle détente, de bons coups. Son running power slam du poteau qui était fabuleux. Son running neck breaker quand il l'envoie mise dans le coin. Lui-même, Slater s'envoie dans les cordes, rebondit, le chope au passage. Enfin, c'est super fluide, quoi. Et tu fais waouh. Par rapport à l'image que j'avais, le souvenir de niveau de catch d'Heath, là aujourd'hui il est bien au-dessus et il mériterait d'être dans un match triple threat pour un titre intercontinental et je trouve que là ils ont loupé un truc, mon avis. Ouais.
Ouais, parce que c'est ça, Kurt Angle annonce effectivement pourquoi t'affronterais pas les deux, et là, effectivement, on se dit, un triple threat. C'est ça. Mais non, ce sera du 1 contre 1. Ouais, bah oui, est-ce que ça annonce quelque chose de vraiment percutant pour Great Balls of Fire? Je sais pas, parce qu'on va se retrouver sur un énième Ambrose Miz, avec le mistourage autour. Mistourage qui, encore une fois, fait pas grand chose. C'est encore le Miz qui fait tout le boulot quasiment pendant le match. Heureusement qu'il sauve un petit peu la mise. Mais il fait quand même le gros du boulot. Bon, ma foi, il va falloir qu'ils soient un peu plus percutants, ces deux-là, encore une fois, pour s'imposer. Voilà, on verra bien. Du coup, on est moyennement hypé pour ce match. Ah, c'est clair, ouais. Non, j'aurais vachement plus attendu le match s'il y avait eu Heath Slater en troisième homme sur la carte. Ça aurait été, au moins, ça aurait apporté une vraie originalité dans cet affrontement. Ouais. Ambrose, de faire le boulot, du coup. Ce mec qui a peur de la victoire. Voilà, va falloir qu'il assure, qu'il fasse le Ambrose des grands soirs. Ouais. La suite des opérations. On est dans les coulisses avec la Titus Brand, Titus O'Neil, Apollo Crews. Alors, ce bon vieux Titus, il explique à Apollo qu'il y a Strowman qui cherche de la concurrence. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen pour faire de la pub pour la Titus Brand que d'envoyer quelqu'un affronter Strowman? Oui. C'est pas faux. Alors Titus explique qu'il irait bien lui-même, mais bon, le mieux c'est de lancer quand même la superstar montante, Apollo fucking Crews. Apollo can't lose. Apollo Crews can't lose. Voilà, pardon, c'est ça la nouvelle gimmick, la nouvelle. C'est vachement bien choc. comme gimmick. Ça serait mieux si c'était vrai, c'est complètement faux, mais ça sonne bien, au moins ça rime aussi, c'est cool. Voilà, ça fait un beau t-shirt, mais voilà. Alors surtout qu'Apollo se dégonfle, il dit écoute, moi je viens d'avoir une fille, t'as vu ce qu'il fait? T'as vu ce qu'il fait Braun Strowman aux gens? Je suis pas trop chaud là, comme ça. Mais bon, on comprend bien que apparemment c'est booké. Oui, parce qu'en plus, ce qui est vachement drôle, le Titus lui dit mais attends, Kalisto, avant qu'il se fasse jeter dans une benne à ordures par Braun Strowman, personne ne connaissait Kalisto, donc affronter Braun Strowman, c'est la garantie du succès, mec. C'est ça, Braun Strowman est un faiseur de stars, donc il faut aller l'affronter. Voilà, on aura une suite à ça un peu plus tard. C'est be a bully, make a star, c'est ça, tu vois. C'est ça, exactement. Un nouveau programme de solidarité de Braun Strowman, il te défonce et du coup tu deviens célèbre, voilà, bon bah. Exactement. Pourquoi pas. C'est comme ça que ça marche maintenant à Hollywood. Hollywood, justement, tiens, Goldust, qui vient nous présenter sa nouvelle super production, son nouveau hit. Il est au milieu du ring dans sa chaise de réalisateur. Donc c'est la première production de The Shattered Truth. C'est la première plutôt du film The Shattered Truth. Donc en fait le film c'est les images de la semaine dernière quand Goldust a explosé R-Truth. Le montage vidéo a l'air plus long que le match. Et quand on revient, une fois qu'il a présenté le film, il y a R-Truth qui est là en train de manger des pop-corn debout derrière ce bon vieux Goldust, et il se saute dessus, il se tape dessus. Voilà, c'était le petit segment pour la fin de carrière de Goldust, et peut-être la fin de carrière d'R-Truth aussi, on sait pas. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah ouais. Je sais pas, moi j'avais très peur qu'on nous dise qu'ils seraient à Great Ball of Fire l'un contre l'autre, mais non. C'était ma question. Est-ce qu'ils avaient un match finalement ou pas? Non, ils n'ont pas booké. Tout ça pourquoi? Pour rien, final. Ça serait bien un career versus career match, un match carrière contre carrière, qu'il y en a au moins des deux qui... Voilà, qui partent avec panache. Mais on se serait cru retour dans le passé là pour le coup. Non, mais bon, c'est très long, c'est la même chose, et à chaque semaine, depuis maintenant 5 ou 6 semaines, on a 5 minutes de deux. Alors ça serait pas grand chose, 5 minutes sur 2h15 de show, mais ça mène où tout ça? On sait pas trop, donc on a du mal à être intéressant. C'est vraiment la pause pipi / cinématographique du lundi soir, voilà. Ouais, c'est trop répétitif, il se passe pas grand chose pour qu'on puisse vraiment s'intéresser, mais bon, il faut bien combler un petit peu le show, autrement que par des montages vidéo. Alors, on va dans les vestiaires. Kurt Angle discute avec les champions tag team et il nous annonce qu'il a ajouté une stipulation pour le match Great Balls of Fire. Ce sera un Iron Man match de 30 minutes. Donc Iron Man match, ça veut dire qu'il faut faire le plus de tombées possible dans les 30 minutes. Cesaro explique que ce soir il va affronter Finn Balor.
parce que ça a fait buzzer. Les gens étaient fous la semaine dernière quand ils se sont légèrement affrontés, frités l'un l'autre. Un petit peu un dream match, hein, Finn Balor contre Cesaro pour les marques. Ils vont expliquer que l'Ironman match c'est excellent pour eux parce qu'ils vont devoir être les meilleurs catcheurs possibles. Et donc on apprend que pour ce soir c'est booké. On aura Cesaro contre Finn Balor. Ça c'est pour un peu plus tard. Là, tout de suite, on va avoir ce bon vieux Seth Rollins qui doit affronter Kurt Hawkins. Petite promo de Kurt Hawkins qui dit que la semaine dernière, le public était du lâcher. On s'est un peu foutu de sa gueule. Personne ne croyait en lui. Il relance un petit peu le public en demandant qui c'est qui veut voir Kurt Hawkins gagner, qui c'est qui pense que je vais gagner. Bon, le public est contre lui. Seth Rollins prend le micro et il dit qui c'est qui veut que Kurt Hawkins ferme sa gueule. Le public est chaud. Et il dit c'est bien ce que je pensais. Puis il met une bonne pêche avec le micro à Kurt Hawkins. Et après on a un match d'à peu près 2 secondes, un coup de pied, Kickslayer de Seth Rollins, ce coup de genou toujours inspiré d'Okada ou de Kenny Omega. Victoire donc de Rollins en 2 secondes. Ensuite il prend le micro pour parler de l'absence de Bray Wyatt, qui est pourtant censé être partout. Il est censé être omniscient, omnipotent, être partout en même temps, mais quand on cherche la baston il n'est jamais là. Il revient un peu donc sur les paroles de Bray Wyatt et il va prouver que Bray Wyatt n'est pas un dieu, et on va enfin savoir à Great Balls of Fire si Bray Wyatt c'est un homme ou juste un lâche. On aura un segment un peu plus tard avec Bray Wyatt, en fait, qui est perdu dans le désert. Apparemment, il est peut-être mal remis d'une prise d'acide ou quelque chose comme ça. Et très Las Vegas Parano, ouais. Ouais, voilà. Donc, il raconte des trucs, mais j'avoue que j'ai pas noté. Je pense pas que c'était encore très intéressant. Non, c'est pas très grave. Il parle du soleil, que le soleil... Voilà. C'est chaud sous son chapeau. Ouais, c'est chaud et on prend des coups de soleil, c'est pas cool. Et donc, c'est là que Bray Wyatt, il a été créé pour contrecarrer le soleil. Parce que c'est le chaos et c'est incompréhensible comme d'habitude et ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Enfin, il a apporté le feu aux hommes. On sait pas bien pourquoi ça, voilà. À moins que ce soit j'espère peut-être que c'est un teaser pour une stipulation inédite à Great Balls of Fire, un match insolation. C'est ça. Les deux se battent au soleil jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe KO à cause d'une insolation. Voilà. Et du coup, Bray Wyatt avec son Panama, il a un avantage certain sur cette Rollins. Ouais. Donc peut-être une victoire de Bray Wyatt grâce à ça. Ce serait bien étonnant. Non, c'est vraiment le minimum syndical sur cette rivalité-là. Ouais, pas grand chose, il y a pas ça prend pas, quoi. Enfin, il y en a un qui est dans son gimmick toujours très cryptique, très divin, démoniaque. L'autre en face, pas du tout. L'autre dit t'es juste un gros lâche qui se cache derrière des noms. De toute façon, je vais te battre parce que je suis sur la couverture du nouveau jeu vidéo. Donc, voilà. Donc on a du mal à y croire. Au milieu de ça, on a des victimes, des casualties. Ils ont des victimes collatérales comme Kurt Hawkins, le pauvre, qui se fait trasher en un seul coup, quoi. Un seul coup. D'ailleurs, moi, ce nouveau finisher de Seth Rollins, j'ai du mal à accrocher, quoi. Je trouve pas ça spécialement joli, je trouve pas ça impactant. Ça rend pas bien, c'est mal filmé généralement. Enfin, non, quoi. Après le curb stomp, après le pedigree, j'ai du mal à voir ça comme un vrai finisher d'une top star comme Seth Rollins, quoi. Ça manque de panache, ça manque d'ampleur, ça manque de strike, quoi. Quand on réfléchit, il fait tourner le mec sur lui-même et il met un coup de genou sauté, mais il a pas le temps de vraiment faire un saut impressionnant, quoi. Quand on regarde, par exemple, la Kinshasa ou Nakamura, il parcourt tout le ring en courant et puis il met un coup dans la gueule. Et celui-là où Rollins doit faire peut-être 50 cm en levant son coude, on a du mal à se dire, ok, c'est d'une même puissance, quoi. Ça manque vraiment de côté percutant, je trouve. C'est dommage. Là où le Rainmaker original d'Okada, donc le champion de titre de la New Japan, où il fait la même chose mais avec une corde à linge qui est tonitruante, où l'adversaire fait quasiment un tour et demi sur lui-même. Là, on se dit, ok, il va le décapiter. Là, on a du mal, quoi. En tout cas, moi personnellement, j'ai du mal à adhérer à la puissance qu'on nous vend sur ce coup. Donc.
Ouais, bah si on prend aussi le running high de Kenny Omega, le vrai trigger, hein, parce que c'est Ouais, peu un mix des deux, hein, c'est ça. c'est un mix du Rainmaker et du V-Trigger, c'est quand même autre chose, hein, il arrive à 100 à l'heure, ça percute, ça claque. C'est Là, c'est ça. un peu mou du genou. Maintenant, il faudra le voir dans le contexte d'un vrai match sur Ouais. un finish. Bon. Mais ce sera peut-être pas pour Balls of Fire parce que contre Bray Wyatt. Je sais pas s'il va sortir un match exceptionnel. Ils peuvent les deux, mais Ouais. dans cette rivalité, c'est le Mais seul truc qui peut être ils le font positif. Hein. rarement. C'est ce truc positif qu'il peut avoir, c'est le match en lui-même, parce qu'après l'intrigue, il y en a pas quoi. C'est vraiment pour les occuper. C'est très très pauvre. Ouais, très très pauvre, très très pauvre. Et puis Bray Wyatt, quoi qu'il arrive, tu peux faire ce que tu veux, il reste toujours fixé dans son blabla répétitif à souhait, puis qui veut rien dire. Donc c'est un peu dommage de faire des rivalités tout seul comme ça. Voilà, bon allez, on passe à la suite. Gros morceau, c'est l'interview croisée entre Brock Lesnar, le champion de l'univers, et Samoa Joe, l'aspirant numéro 1. C'est censé être tenu par Michael Cole, hein, qui est censé gérer l'interview, mais c'est vite pris en main par Samoa Joe qui prend le contrôle de l'interview. C'est lui qui va poser les questions. Il commence à poser des questions à Paul Heyman en lui expliquant qu'est-ce que ça t'a fait d'être dans le Coquina Clutch. Mais là, Lesnar répond. Il dit non, l'interview c'est pas avec Paul Heyman, c'est avec moi. Il faut te recadrer un petit peu, mon pauvre Samoa Joe. Donc là, on voit bien que Lesnar prend les choses à la rigolade. Il sort des noms, il dit moi écoute j'ai battu tout le monde, hein, donc c'est bon, c'est pas toi qui me fais peur. Samoa Joe il dit c'est ça, tu sors des noms, mais moi j'ai déjà battu lui, il explique Finn Balor, Roman Reigns. Seth Rollins, hein, il les a tous foutus dans le Coquina Clutch, il les a tous fait dormir, donc il n'y a pas de raison qu'il le fasse pas face à Brock Lesnar. Mais bon, Brock Lesnar, ça le fait rire. Tout ça le fait rire, alors que Samoa Joe lui monte en colère, il dit bon allez, ça suffit, finit par en avoir marre, il jette le micro, il dit je viens te chercher maintenant, hein, parce que si t'es si malin que ça, on n'a qu'à faire le match tout de suite. Il part dans les coulisses, il cherche Lesnar, il finit par le trouver. Mais il est retenu par tout le staff de la WWE, hein, tout le vestiaire, tout le building qui est venu l'arrêter. L'affrontement n'aura pas lieu. On a juste un Brock Lesnar qui se pavane avec la ceinture. Bon là comme ça en le racontant, hein, il faut le regarder parce qu'il y a vraiment un Samoa Joe qui est incroyable de cette séquence. Il prend le dessus sur le pauvre Lesnar qui est obligé de jouer la rigolade, mais qui est pas. Déjà, il a un peu une voix de canard en fait, Brock Lesnar, quand il parle. Ah bah oui, mais la voix de Brock Lesnar ne va absolument pas sur son physique, c'est incroyable, et c'est aussi pour ça qu'on lui a mis un mouthpiece, comme on dit, un Paul Heyman. Puis il est pas très à l'aise non plus, hein, c'est pas son forté, la promo Brock Lesnar, et c'est rare d'ailleurs de le voir parler autant entre guillemets que là, parce qu'elle restait court, mais d'habitude c'est une tombe. Là, c'était intéressant parce que on confirme le fait que Joe n'a pas peur de Brock Lesnar parce qu'il a ok, non mais vas-y, viens, on se frite ce soir. Donc ok, il a vraiment pas peur. Et là, ça renverse un peu la tendance où dernière semaine, c'est plutôt Joe qui avait l'ascendant sur Brock Lesnar, qui lui envoyait des coups, etc. Là, Brock Lesnar renverse un peu la vapeur, il se joue psychologiquement, provoque Samoa Joe qui court à 3000%, et Brock Lesnar qui se la joue avec Paul Heyman assez railleur, donc pour essayer d'énerver psychologiquement Samoa Joe en vue de leur affrontement. Donc ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est classique, mais c'est bien mené. Et puis, comme tu le dis, Samoa Joe joue la partition à perfection, quoi. Ouais. Moi, je suis toujours impressionné par Samoa Joe quand il se lâche comme ça dans les interviews. Assez spectaculaire. Alors, la suite. C'est Finn Balor contre Cesaro. Eh oui. Ouais, Finn Balor contre Cesaro. Et donc ça va être effectivement un match qui rebondit sur leur léger affrontement lors d'un tag team match la semaine dernière. Et comme tu le disais, qui avait fait écouler pas mal d'encre sur Internet auprès des suiveurs de Catch, puisque bon, ce sont deux lutteurs très appréciés des fans. Ouais. Alors excusez-moi pour ce petit moment de bug là que j'ai eu, mais je ne t'entendais plus, c'est pour ça. Ah mais c'est pas... Non, tu peux dire que toi-même tu es tellement hypé par ce match que tu as repensé avec émotion, genre oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Un dream match entre Finn Balor et Cesaro. Donc il y a la Team Extreme qui débarque aussi, qui sera au commentaire ce soir.
Donc on a, du coup on a un gros match en début de partie, puisque d'un côté Finn Balor, c'est kick, c'est Atemi puissant à la japonaise contre Cesaro, c'est souplesse à gogo, c'est the European uppercut. Ça se rend Souplesse à gogo, ouais. Ouais, c'est un peu moins terrifiant que Suplex City, souplesse à gogo, mais ça fera un joli t-shirt quand même. Ouais, pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tout ça c'est très très bien, c'est percutant, ça va dans tous les sens. Mais le match est parasité par l'arrivée d'Elias Samson, le drifter, le vagabond des rings, qui se permet de crocheter le pied de Finn Balor à un moment donné. Donc là, c'en est trop. Les Hardy interviennent. Ça débouche sur une bagarre groupée à l'extérieur du ring. Balor va faire le ménage avec une Somerset plancha. Merci Camibourg. Cesaro réussit à écraser Balor contre le tablier du ring. Samson veut achever Balor, mais il se mange un twist effect de Matt Hardy, qui à son tour se mange un brogue kick de Sheamus. L'Irlandais est séché par un crossbody de Jeff Hardy. Jeff se mange un European uppercut de Cesaro, qui se fait ensuite exploser par un shotgun dropkick de Finn Balor, qui va l'exploser contre la barricade du coup. On remet Cesaro dans le ring, coup de grâce, victoire de Finn Balor, après un joli match. Un beau bordel vers la fin. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, mon bon amiral? Un bon bordel vers la fin, mais étonnamment bien géré, j'ai trouvé. Vraiment, c'est rare parce que souvent, quand il y a autant de gens qui sont en intervention sur un match, qui sont pas prévus dans le match, ça devient un foutoir innommable bien souvent. Et là, c'était ultra bien géré, sachant que malgré tout ce monde-là, aucun des deux compétiteurs du match, donc Cesaro d'un côté et Balor de l'autre, n'a été frappé par quelqu'un d'extérieur. Donc il n'y a pas eu de disqualification. Et ça, c'était bien géré. Ils ont mis des coups, ils n'en ont pas pris. Et du coup, l'enchaînement de, comme tu l'as dit, tout le monde qui met son finisher à quelqu'un d'autre avant de le prendre celui de l'autre, c'était putain de bien géré. Donc ça, c'est pas mal. Et le match avant, effectivement, il y a eu des jolies séquences. C'est presque à se dire, en fait, que, attendez, le Iron Man match d'une demi-heure pour la ceinture par équipe à pay-per-view, on peut pas remplacer par un Iron Man match d'une demi-heure entre Cesaro et Balor parce que ça fait envie, quoi. Donc voilà, malheureusement, je sais pas si on aura l'occasion de les voir avec plus de temps sur un match prochainement, puisque c'est pas forcément ce vers quoi leur programme les oriente. Mais en tout cas, merci quand même la WWE d'avoir écouté, entendu les louanges qui avaient été faites la semaine dernière et de nous avoir offert un affrontement un peu plus sérieux entre les deux, même si on veut en voir encore plus. Alors il y a une information qui circule comme quoi Sheamus devrait partir en... Fucking news. Sheamus devrait partir en tournage d'ici pas longtemps pour un film. C'est vrai. Ouais. Ce qui pourrait permettre à Cesaro de repartir un petit peu en solo et peut-être évidemment d'avoir une suite à cette rivalité. Mais bon, ça c'est... On fait des plans sur la comète. Ce serait pas mal. Ouais. Là, en tout cas, pour ce soir, on a eu un bon petit match, effectivement. Belle démonstration de chaque côté. Voilà, on voit qu'on a un roster de malades quand même à WWE, qu'on a un potentiel de fou. On a eu d'ailleurs que des jolis matchs ce soir, quelque part. Ouais. Voilà, donc il y a de quoi faire, il y a pas de raison. Voilà, ça sera pour plus tard encore une fois. Et puis bon, effectivement, comme tu dis, c'était bien foutu ce petit passage là où chacun se tapait dessus sans qu'il y ait d'élimination, enfin sans qu'il y ait de disqualification possible, puisque personne ne tapait sur la personne légale. Voilà, c'était pas le main event de la soirée, ça aurait pu l'être. C'était efficace pour faire un peu avancer l'histoire de la tag team qui patine un petit peu, c'est un peu répétitif quand même toute cette histoire autour de Sheamus et Cesaro et les Hardy, mais voilà, quand on mélange en plus avec Finn Balor et le Drifter, du coup on a des séquences sympas dans les weekly. On verra comment ça se concrétise dans ce Iron Man match entre Sheamus et Cesaro et les Hardy, et je crois pas qu'il y ait de match booké entre le Drifter et Finn Balor. Non, ça sera pour plus tard. On va peut-être pas lui donner de pay-per-view tout de suite au Drifter, il va attendre un petit peu. Mais du coup, il y a pas Finn Balor à Great Balls of Fire? Non. Merde. Ça c'est n'importe quoi, ça. Alors ça, c'est un scandale. Un scandale, les enfants. Le main event, on y arrive. Braun Strowman et son ambulance qui débarquent. Il prend le micro. Il explique qu'il n'y a pas grand-chose qu'il aime plus dans la vie que de taper sur Roman Reigns.
Mais Roman Reigns, il va le finir à Great Balls of Fire hein, dans le match de l'ambulance. Là, ce soir, comme d'habitude, il veut de la compétition. Alors, qu'est-ce qu'on lui offre comme compétition? Eh ben, comme on l'a vu plus tôt, la Titus Brand, Apollo fucking Crews qui débarque. Ça va se fighter avec Braun Strowman. Apollo, évidemment, joue la rapidité. Il est percutant dans le début de match, mais il se fait vite sécher par un Bigfoot du géant. Il réussit à revenir dans le match hein, après s'être fait longuement tabasser grâce à une guillotine. Mais il est méchamment contré sur son standing moonsault par un double coup de pied de Strowman. Ça, c'était impressionnant. Incroyable. Un valdingué, le pauvre Apollo. Ouais, timing de fou, joliment exécuté. Ah ouais, non, c'est-à-dire que vraiment, Apollo Crews, c'est son standing moonsault et il est encore en l'air lorsque Strowman il est sur le dos, a déjà mis ses jambes un peu en arrière. Et le moment où Apollo Crews arrive au niveau des pieds Strowman est détend comme un dropkick et Apollo Crews, qui n'a pas encore atterri, est envoyé à l'autre bout du ring contre les cordes, se cracher comme une merde contre le ring. C'est juste wow. Même les commentateurs, je crois, se sont. Il y a Corey Graves qui a explosé quasiment de rire en disant what the fuck, et c'était, je pense, sincère tellement le spot était juste incroyable. C'est pas techniquement le truc le plus fou du monde, mais c'était impressionnant en termes de violence, quoi. Ouais. Pour moi, c'était du jamais vu, hein. Un truc comme ça. Là, on voit un peu le talent d'Apollo Crews du coup, et aussi de Braun Strowman, hein, qui est là aussi quand il faut. Hein. Oui. Du coup, ça se termine par une victoire de Strowman, hein, qui place son running power slam pour la victoire, mais il va s'acharner sur le pauvre Apollo, il va le reprendre. Déjà, une première fois, il fait le power slam, il veut pas qu'on fasse le tomber. Il recommence, là on fait le tomber. Et après, donc, il va s'acharner sur Apollo. Là, Titus, il arrive quand même parce qu'il était sur le coin du ring. Hein. Titus, il était là en manager. Ouais. Il monte, il vient protéger il vient protéger le pauvre Apollo, mais il se fait laminer par le monstre Strowman. Ensuite, Strowman, après s'être occupé de Titus, hein, il va reprendre Apollo, il l'emmène à l'ambulance, il le fout dans l'ambulance. Il tape sur la carcasse du véhicule. Hein, il dit allez, c'est bon, tu peux rouler. On emmène Apollo à l'hôpital. Il faut le soigner. Hein, je lui ai quand même bien fait mal. Mais le véhicule démarre pas. Alors il retape dessus, deuxième coup, ça démarre pas tout le temps, troisième essai, bon là il se dit quand même ça va pas, il va jusqu'à la cabine, hein, il regarde un petit peu avec ses petits yeux, qui c'est qu'il y a quelqu'un, il ouvre la porte et là il se fait surprendre par Roman Reigns, le beau Roman, qui sort de l'ambulance, il tape sur Braun Strowman, mais bon, Braun Strowman quand même c'est une baraque, il réussit à reprendre l'avantage, il chope Roman Reigns, il explose contre les portes de l'ambulance, il le refait valdinguer en dessous du Titantron, mais là-dessus, Reigns quand même réussit à envoyer Strowman contre les écrans vidéo, et après il le cueille avec un spear monstrueux qui se termine dans les tables qui sont en contrebas. Encore un spot de fou entre Strowman et Roman Reigns, et le show se termine sur Braun Strowman qui réussit quand même à se relever, et Roman Reigns qui est là aussi, pas du coup pas triomphant, hein, puisque il a pas réussi quand même à mettre knockout le géant. Mais voilà, un main event qui se termine dans l'extrême violence. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Bon. Écoute, de toute façon c'était couru, ils avaient tellement insisté plutôt dans des segments comme quoi c'est Braun Strowman qui disait oui, Roman Reigns c'est pas ici ce soir, il y a même des chances qu'il soit pas là à Great Balls of Fire parce que la dernière fois j'ai senti son corps se briser sous mes coups. Tu dis ok, bon, il y aura Roman Reigns dans le show, donc on s'y attendait. Le fait de voir cette ambulance, on savait qu'à mon nez il allait faire un peu le même coup que la dernière fois, que Braun Strowman ressortir de l'ambulance, donc c'était un peu cousu de fil blanc, mais bon, pourquoi pas, non, c'était pas mal de finir là-dessus. Belle performance de Apollo Crews aussi, hein, Apollo fucking Crews, qui a fait un match, certes, à sens quasiment unique, mais quand même, bon, c'est contre Braun Strowman, quoi, donc il a pu montrer un peu plus, là, en 5-10 minutes ce qu'il savait faire, plus d'ailleurs que ces derniers mois, donc c'est assez intéressant, je trouve, et donc le finish, effectivement, rien qui soit réellement tranché entre Strowman et Roman Reigns. C'est deux gros bonhommes qui vont s'affronter. Bon ben voilà, ça hype bien pour leur match, qui j'espère va prendre vraiment toutes les possibilités de la stipulation avec quasiment aucune règle, hein, ambulance match. Donc j'espère qu'ils vont faire un match plein de destruction dans tous les sens, hein. Ça va être cool. Ça peut être très cool en tout cas.
2 matchs de Golgoth, enfin un match de Golgoth plutôt, ça va être violent. Ça va être tout ce qu'on aime, je pense, ce truc-là, parce que ça fonctionne quand même super bien entre Roman Reigns et Braun Strowman, les deux costauds. Et puis donc du coup on a un beau main event pour ce Raw. Et du coup on a fait le tour de l'émission, donc on va aller au mot de la fin, hein. Top, un flop, une note. Allez, vas-y, dis-nous tout, mon ami. Alors, mon top, ça va être la manière dans laquelle là, ils ont utilisé sur cet épisode-là des mid-carders. Que je trouvais intéressante. Enzo et Cass en intro, comme on l'a dit, hein, j'ai pas revenir dessus, qui était vraiment bien foutu. Et donc, Titus Brand ou Titus Worldwide, comme il l'appelle maintenant, donc Titus O'Neil et Apollo fucking Crews en main event contre Braun Strowman. C'était bien joué. C'était utiliser 4 talents plutôt de la mid-card en les mettant plus en hype. Et c'est assez rare qu'ils arrivent à faire des choses qui nous intéressent ou qu'on trouve sympa avec ces gens-là. Donc là, je le salue parce que c'était bien fichu. Mon flop, c'est qu'est-ce qu'ils ont foutu avec Finn Balor là pour le pay-per-view. Il a pas un match. Vous avez Finn Balor dans le roster et vous n'êtes pas foutu de lui donner un match, un pay-per-view. Sans déconner. C'est ça. Ouais, non, c'est pas à faire, hein, ça marche, ça va pas du tout. Donc, j'espère que c'est le cas d'une seule fois, mais alors, putain, non, c'est vraiment un dommage. Et la note, pour ce Go Home Show, t'allais dire un truc, juste que, effectivement, ils ont un beau babyface, là, avec ce Finn Balor, qui est hyper populaire auprès du public, et il serait peut-être temps de l'utiliser, dans quelque chose d'un peu plus consistant que ce qu'on nous propose là, et puis de pas le mettre absent d'un pay-per-view, bordel. Ouais, enfin, quand on voit ce qu'ils font avec, l'autre babyface, Seth Rollins, voilà. Donc voilà, là, le choix est vite fait, hein. Puis même ils peuvent avoir les deux c'est pas grave, mais quand on a un personnage, alors déjà ils lui ont fait perdre une fois contre Roman Reigns, ça se trouve c'est pas cool parce que c'était bien, je pense, de l'avoir au moins ce gars-là qui avait été champion de l'univers et qui avait une victoire sur Roman Reigns. Il y a personne d'autre dans le roster qui peut se prévaloir de ça, hormis rapidement Joe, mais Joe il a ça parce qu'il est en ce moment contre Lesnar, qu'il faut bien le construire pour que ce soit quelqu'un de crédible face au Lesnar. Voilà, parce que Roman Reigns, ils ont beau essayer de le placer comme top superstar, c'est de moins en moins évident. Le fait est d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, il est plus acclamé dans les house shows comme c'était le cas avant, parce que c'était voilà, il était hué dans les shows télé, mais il était très populaire en house show. C'est fini depuis qu'il a battu l'Undertaker. Maintenant, il est hué partout. Donc clairement, ce sera pas. Ceci dit, pour faire l'avocat du diable, l'avocat du gros chien. Toi, l'avocat de Roman Reigns. Ouais, c'est rare, hein, comme quoi parfois je peux avoir de l'objectivité. Lors du match Apollo Crews, donc Braun Strowman, donc à la fin Braun Strowman après son running power slam aurait pu faire le tomber sur Apollo Crews, mais l'a relevé 2 fois pour le retaper. Et il y a eu le public qui a commencé à chanter We Want Roman ou Let's Go Roman. Bien sûr, ça a induit directement des gens qui disaient Roman sucks. Mais il y a quand même une partie des gens du public, les ch'tis enfants et d'autres qui étaient là genre vite, notre héros Roman Reigns vient pour sauver Apollo Crews. Donc même si il n'est plus en aura de sainteté comme il était avant dans les house shows, il y a quand même une partie du public qui est là. Et là on l'a entendu ce soir, c'était assez audible, le Let's Go Roman Sucks qui rappelle le Let's Go Cena Sucks. Donc je l'enterrerai pas aussi vite que ça. La méga star Roman Reigns, je pense qu'elle est encore dans le pipe et Vince est bien déterminé à aller jusqu'au bout avec. Donc à voir pour la suite, mais il faut quand même tuer Apollo Crews pour qu'il y ait les gens qui réclament Roman Reigns, hein. Si on doit tuer à chaque fois une superstar pour il y en a les gens le réclament, il y en a plein. Bon, il y en a plein, c'est vrai, il y en a plein. Et puis il y en a plein qu'on peut acheter chez les indies, il y a pas de souci. Ouais, c'est bon. Et donc sinon pour la petite note, et bah du coup un 4, un bon Go Home Show qui aille pas mal de matchs, pas forcément le titre incontinental, mais le reste on va regarder ça avec plaisir. C'est ça, ok. Alors, pour ma part, dans le flop, je vais mettre Bray Wyatt, qui décidément sert à rien du tout, et puis qui fait pas d'effort, il fait ses promos tout seul. C'est le seul qui a droit de choisir ce qu'il va dire. C'est le seul qui est pas écrit.
Et puis au final, il raconte de la merde, donc c'est un peu désolant. On attend plus quand même maintenant de ce personnage. Dans les tops, il y a beaucoup de choses dans les tops parce que il y a eu beaucoup de révélations ce soir. Effectivement, comme tu dis, les mid-quart d'heure, ils ont bien été utilisés dans leur ensemble. Quelques belles révélations. On voit qu'il y a des mecs qui sont quand même consistants et qui peuvent tenir le show. Mais je crois que je vais donner à Enzo qui a fait une promo de feu en début de soirée. Voilà, allez, donnons le top à Enzo. Ça vous fera rager tout le monde. And you can't teach that. On peut pas, ça ne s'apprend pas. Non. Et puis la note, je vais mettre un bon 4 aussi. C'était plutôt cool. Plutôt cool ce Go Home Show en plus pour un Go Home Show. Donc on s'attendait à un truc patriotique avec des gâteaux, de la bataille de bouffe. Heureusement, c'était le post-SmackDown, c'était le post-SmackDown qui est le 4 juillet. C'est ça. Je suis content. C'est réservé pour le show bleu. L'année dernière, je m'étais fadé la review du show de 4 juillet d'Euro, c'était épouvantable, je me rappelle. C'est ça. Je me suis dit, on va encore donner le 4 juillet à ce pauvre amiral, mais non. Non, pas pour cette semaine. Cette semaine sera sûrement réservée donc à SmackDown et vous en entendrez parler dans le supplément SmackDown qui va arriver incessamment sous peu. Si vous êtes abonné, vous serez informé directement dès que ce sera publié avec l'ami IRM, l'ami Giscal. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est lors de l'autopromo, vu qu'on a fait le tour de l'émission. Alors, où c'est qu'on se retrouve? On est sur YouTube, la chaîne des cahiers du catch. On est aussi sur PodCloud. On est aussi sur iTunes, pour nous écouter sous forme audio. Vous nous retrouvez sur Twitter, sur Catch-Up CDC. On est aussi sur Facebook, sur Catch-Up CDC. N'oubliez pas de venir aussi sur le site Les Cahiers du Catch, le forum, venir discuter, partager vos avis. Vos avis que vous pouvez aussi partager en commentaire sur YouTube. On accepte les critiques, on accepte les encouragements, on accepte les questions, on accepte les conseils. Voilà, on accepte plein de choses. On accepte aussi les pouces vers le haut, vers le bas. On a enfin atteint les 200 abonnés, donc c'est un peu un catch-up qui se fête. On dit bravo. Merci à vous. Merci de nous écouter. Merci à toi, Amiral, d'être venu. Un plaisir, merci à toi, mon ringside prize fighter du podcast, pour encore ce bel épisode d'Euro. Et on se retrouve très bientôt aussi pour les pronostics de grosses boulettes de feu. Eh oui. Des grosses boules de feu qui arrivent, les pronostics, ça aussi, ça va être publié. Si vous êtes abonné, vous le saurez. Si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner. Qu'attendez-vous? C'est gratos. C'est gratos. Vous n'avez pas les pay-per-view en vidéo, mais c'est gratos. Vous avez au moins nos analyses, nos pronostics. C'est bien. Ça. Si encore on vous demandait du fric, je comprendrais, mais non, on vous demande rien. C'est gratuit. Voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié l'émission, que vous avez aimé nous écouter autant qu'on a aimé faire le show. Et pour le reste, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao, ciao. Salut.